Welcome to the Private Equity Exchange 2007, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. The Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Je me suis lancé quand notre ami Laurenceau me demandait durant le week-end d'être le keynote. Je me suis dit, c'est épouvantable, comment je vais... qu'est-ce que je vais vous dire? Et puis je me suis dit, après tout, fort de nos 30 ans d'expérience, je vais peut-être essayer de bousculer. Et de bousculer parce que notre métier est confronté à une crise financière quand même qui est assez importante, qui peut devenir plus importante. C'est un métier qui est critiqué par certains côtés de l'opinion. Injustement d'ailleurs critiqué, en partie, mais justement aussi par ailleurs. Et donc je voudrais vous livrer quelques réflexions sur le sujet. Et j'ai intitulé mon exposé, je ne voudrais pas perdre mes notes, de façon un peu ambitieuse et en me lançant sans filet. Je l'ai intitulé de la façon suivante: dénaturés par des financiers trop avides, les LBO constituent l'outil indispensable pour la transmission des entreprises. Je me rappelle que j'ai été maître de conférence à Sciences Po, donc j'ai essayé de présenter les choses de façon à peu près équilibrée, tout en étant un peu rentre-dedans. En effet, si vous voulez, il est de bon ton actuellement de polémiquer sur les LBO. Pour certains, dans notre profession, et ils n'ont pas totalement tort, c'est un outil d'optimisation financière qui est à leur disposition, mais là où ils ont tort, c'est lorsqu'ils pensent que seuls les esprits incompétents ne comprennent pas leur sophistication croissante. Car il est certain qu'en vous entendant, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, mais j'avoue qu'il y avait une part de jargon qui m'a quand même moi-même largement échappé. Donc, je suis je suis très optimiste sur les LBO, mais je pense qu'il faut faire très attention dans les sophistications et non seulement dans la façon dont l'opinion peut comprendre ces sophistications, car nous sommes dans un domaine très important qui est celui du financement des entreprises. Alors pour d'autres en particulier, et je dirais plus précisément l'opinion générale et les politiques en particulier, alors là, Orisco Fremas, le LBO c'est un outil spéculatif qui contribuerait à fragiliser les entreprises, voire à les dépecer. Et donc il faut être extrêmement attentif à dire des choses justes pour éviter que ce magnifique outil dont on dispose soit mal considéré, puisse être surfiscalisé, ce qui finalement nuirait au financement des entreprises. Alors, je rappelais mes antécédents de maître de conférence à Sciences Po. Je vous ai fait un plan de parties. C'est en fait finalement ce qui est plus simple quand on a cette pratique. Il faut revenir aux fondamentaux. Et je voudrais d'abord vous dire que l'usage du LBO, qui est très naturel dans les périodes de taux d'intérêt relativement bas, qui est même tout à fait astucieux, peut devenir spéculatif, et là il faut être extrêmement attentif. En effet, il est vraiment logique qu'en période de taux d'intérêt relativement bas, les financiers recourent à l'effet de levier, et ce serait même complètement stupide de ne pas y recourir. Et donc, monter un LBO avec un ratio d'endettement raisonnable n'est pas une hérésie financière. Ceci étant, attention à la spéculation, et j'en perds mes de papier. Il faut dire que c'est le côté glacé de votre document qui me gêne, puisque je fais mes documents sur un papier glacé. Alors, effectivement, il s'envole. Ceci étant, il faut faire extrêmement attention de ne pas se lancer dans des spéculations qui peuvent
qui peuvent nuire à l'image et nuire à l'équilibre des opérations que nous montons. D'abord, on est dans un métier où il faut éviter les spéculations intellectuelles avant les spéculations financières. On est dans un métier qui repose sur de la matière, c'est-à-dire sur les entreprises. Les faits sont têtus, les entreprises sont ce qu'elles sont, les comptes d'exploitation sont des contraintes, et l'avenir n'est pas toujours acquis, même lorsqu'on est enthousiaste. Donc, attention, on est dans un domaine où il faut se méfier des spéculations purement intellectuelles et notamment des opérations montées en chambre sans être très intégrées à la vie charnelle de l'entreprise. Bon, ensuite, il y a, indépendamment de cette spéculation intellectuelle, il faut aussi se méfier de ce que j'appellerais la spéculation financière, c'est-à-dire les leviers excessifs, c'est-à-dire les montages très intelligents de remboursement in fine qui finalement s'avèrent certes extrêmement intelligents, mais ne résistent pas lorsque la conjoncture économique se dégrade et ne résistent pas à la critique des banquiers lorsque ceux-ci ont un petit peu de bon sens. Donc, je pense que là, il faut être extrêmement attentif et la situation financière actuelle, la crise financière actuelle, nous ramène quand même nous ramène un petit peu sur terre. Alors, est-ce que finalement les financiers ont été trop avides ou sont-ils encore trop avides? Je crois qu'il faut bien voir les choses à différents niveaux. D'abord, je crois qu'un certain nombre d'entre nous ont été trop avides de capitaux à gérer. Il y a une épargne disponible considérable dans le monde. Il y a une période qui continue peut-être encore un peu, mais je pense que, en tout cas, la crise actuelle limite ce phénomène. Il y a une période où les capitaux étaient faciles à lever. Et le gros problème, c'est que lorsque vous gérez des capitaux, c'est tout à fait bien, des capitaux importants, vous avez des management fees, mais encore faut-il les placer, et les placer de façon sélective. Alors c'est vrai que cette masse de capitaux levée par la profession a contribué à entraîner la hausse des prix des entreprises, et que pour faire face à cette hausse de prix, on est assez logiquement tenté de convenir de monter des leviers excessifs. On est assez logiquement tenté d'essayer de repousser les échéances de dette le plus tard possible. Et à partir d'un certain moment, alors vous me direz lequel, c'est un problème d'art, je crois que l'art dans notre métier, enfin notre métier est un art plus qu'une science, à partir d'un certain moment, effectivement, on dérape et on risque d'avoir des problèmes, ou en tout cas de donner une image peu négative. Donc avidité de capitaux, je dirais avidité aussi de body dans notre profession. Alors je sais bien que le profit est ce qui régit le monde capitaliste, mais les recherches de boni excessifs conduisent effectivement à des montages qui peuvent être dangereux, et j'appelle les plus jeunes, si vous voulez, de cette profession à être extrêmement attentifs à ne pas chercher, si vous voulez, des performances qui sont hors d'atteinte, même si l'ingénierie financière est sophistiquée et permet de penser qu'elle peut être atteignable. Avidité également, oui, j'ai pas fini, je suis dans la critique, dans l'autocritique, mais vous allez voir, j'ai une deuxième partie beaucoup plus positive. Avidité aussi dans les management packages. Je pense qu'il faut être extrêmement attentif. Il y a des salariés dans l'entreprise qu'il ne faut pas oublier. Il faut être attentif à cela. Il y a des profits considérables qui sont mal digérés par l'opinion. Attention à l'opinion. Je crois que, comme dans toute chose, il faut être raisonnable. Alors, ceci étant, après avoir fait cette critique, tout en étant parti de l'idée que le LBO était quelque chose de naturel, ou du moins l'effet de levier, le recours de l'effet de levier était quelque chose de naturel dans une économie où les taux d'intérêt sont relativement bas, je voudrais insister sur un point important dans ma deuxième partie. Le LBO est un outil indispensable pour la transmission d'entreprise, et notamment dans les PME qui sont le corps d'activité du groupe Ciparex que je dirige depuis 30 ans. Je crois qu'il faut faire une observation préliminaire qui me semble importante.
c'est que la valeur des entreprises a considérablement monté au cours des dernières années. Et ceci, c'est vrai d'ailleurs de tous les actifs dont les valeurs se sont considérablement accrues au cours des années passées. Donc, monter une opération de transmission implique de réunir des capitaux tout à fait importants, beaucoup plus importants qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. On dit en général que l'inflation a été relativement maîtrisée, mais en réalité, comme le disent beaucoup d'économistes, l'inflation s'est cachée dans les actifs. Et j'écoutais l'autre jour, je ne sais plus si c'est... enfin, j'écoutais ou je lisais Jean-Claude Trichet ou Ben Bernanke qui disaient, au fond, on a peut-être eu le souci... On a eu le souci de l'inflation, mais de l'inflation telle qu'elle résulte des indices de prix ou telle qu'elle résulte des critères relativement classiques en matière de calcul de l'inflation, mais on a oublié l'inflation cachée dans les actifs. Et je crois que c'est une chose extrêmement importante. Alors, cette montée des prix a entraîné à de nombreuses conséquences. D'abord, vous avez de plus en plus de chefs d'entreprise qui cherchent à vendre leur entreprise, parce qu'après tout... ils ont été souvent mal rémunérés pendant la période où ils étaient chefs d'entreprise. Ils ont été pressurisés par les charges. Arrive le moment où ils ont envie de s'arrêter, souvent d'ailleurs, hélas, relativement jeunes, ce qui n'est pas très bon en termes de dynamisme. Mais on les comprend, car le patrimoine qu'ils ont dans l'entreprise a atteint un tel niveau qu'ils ont l'intention, qu'ils sont incités à le céder, à céder peu l'entreprise. Alors, soit en totalité, soit partiellement, d'où le développement des EBO, les honor buyout, qui permet de reclasser une partie du capital et qu'un certain nombre de dirigeants puissent bénéficier pour partie du fruit de leur travail. Vous avez un autre phénomène que tout le monde connaît, mais qui est le baby-boom de l'après-guerre, qui se transforme en ce moment en pépi-boom. Et il est assez naturel que beaucoup de dirigeants, indépendamment de ces phénomènes de prix qui incitent à réaliser les actifs, que ce phénomène entraîne un accroissement, un nombre important de successions d'entrepreneurs qu'il va falloir traiter et qu'on est en train de traiter depuis quelques années, mais qui va s'amplifier dans les années qui viennent. Alors, face à ce phénomène, vous avez d'autre part la montée des prix, qui fait que finalement, que l'on soit héritier ou que l'on soit cadre, on a de grandes difficultés à racheter des entreprises qui sont en quête de repreneurs. L'héritier doit, en général, il n'est pas seul, doit désintéresser ses frères, ses cousins, etc., qui sont également co-héritiers avec lui. Il doit payer des droits de succession assis sur des valeurs d'entreprise qui sont relativement élevées. Quant au cadre salarié dans l'entreprise, il n'a pas, avec son épargne personnelle, même s'il réunit quelques copains ou même s'il réunit d'autres cadres dans l'entreprise, il ne peut investir les sommes nécessaires pour la transmission de l'entreprise dont il souhaite bénéficier et que souvent, d'ailleurs, le cédant est prêt à lui posséder. Donc le LBO apparaît comme la solution la plus satisfaisante pour résoudre ce type de problème en faisant entrer un capital investisseur au capital de l'entreprise. Le successeur trouve une issue à son problème. Et puis en plus, en réalisant une opération de levier, il améliore la rentabilité potentielle de son investissement. D'ailleurs, quand on a inventé les RES, rappelez-vous les vieux RES, on les a inventés à l'époque, rachat d'entreprise par les salariés, on les a inventés comme succédanés à des LBO qu'on maîtrisait encore mal dans ce pays, et on les a lancés, on les a mis en œuvre pour favoriser des successions, des transmissions d'entreprises, et notamment de PME à leurs salariés. Alors, j'ai l'impression qu'à ce stade, et je n'ébruiterai pas les discussions dont s'est fait un peu l'écho, la presse, au sein du Conseil d'organisation de France Investissement que tout le monde connaît, ou tout le monde devrait connaître, et dont je suis membre, donc je ne les ébruiterai pas. Mais il y a eu quand même des débats dans la presse, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris l'enjeu de la transmission des entreprises. Et la transmission des PME, et le rôle que doivent jouer les LBO pour réaliser cette mission, j'allais dire, d'intérêt national. Notre organisation professionnelle, dont je suis un des fondateurs, la FIC, à mon sens, n'a pas pleinement compris cet enjeu, en proposant de fait
l'exclusion des opérations de LBO par France Investissement, je pense que là c'est une erreur. La problématique des PME est mal comprise et insuffisamment comprise dans notre organisation professionnelle. Et je crois que c'est une tentation, c'est une tendance qui n'est pas satisfaisante. Quant au pouvoir public, c'est pareil. Ils pensent à créer des leaders de demain. Ils nous parlent des champions nationaux dont l'économie a besoin. Ils veulent augmenter, notamment par France Investissement, les fonds propres disponibles pour ces entreprises. Mais si certaines des plus belles de nos PME meurent ou se vendent à des intérêts étrangers, faute de passer le cap du changement de génération, ils auront fait tout fou. Alors ce que je dis là au niveau des PME, c'est vrai aussi au niveau des spin-offs des grands groupes. Il est certain que les grands groupes, dans leur politique de focalisation de leurs activités vers leur core business, sont aussi des créateurs de PME à travers les spin-offs qu'ils autorisent, qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils subissent dans certains cas. Et je pense que la technique du LBO est une technique indispensable pour accompagner également, indépendamment des transmissions d'entreprise, les transmissions d'éléments de grands groupes à leur cadre. Voilà, donc le LBO à condition de le dédiaboliser, mais il faut aussi que les diablotins cessent de concourir à le diaboliser. Le LBO à condition de le dédiaboliser est l'instrument idéal pour réaliser la fluidité du capital pour les entreprises, et notamment les entreprises en mal de succession. Donc je crois que si on est raisonnable, si on tient des langages de ce type, il faut maintenant s'adresser à l'opinion et expliquer à l'opinion et aux hommes politiques que le LBO n'est pas un instrument pervers, n'est pas intrinsèquement pervers. Le LBO, c'est un outil, ce n'est qu'un outil au service des financiers. Bon, s'ils l'utilisent mal, ça c'est possible, mais après tout, on est un pays de liberté. On peut aussi utiliser mal les moyens dont on dispose. S'ils l'utilisent bien, c'est au bénéfice de nos entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'était le message de keynote speaker que vous m'avez demandé de faire et que j'ai essayé le mieux possible de faire, tout en décoiffant un petit peu.